Le silence de la nuit était assourdissant. Assise dans mon fauteuil, le thé tiède dans ma main, je revoyais les images de cette journée. La robe blanche, les sourires forcés, et surtout, ces mots. Maman, tu gâches ma vie. Ça résonnait encore, une vieille blessure ouverte à vif. J'avais essayé. Oh, comme j'avais essayé de lui donner le meilleur. Mais pour elle, jamais assez. Jamais bien. La musique du mariage s'était éteinte, laissant place à un vide immense. J'avais quitté la salle, le cœur lourd, le regard perdu dans le vide. Les rires des autres invités me semblaient lointains, presque cruels. Elle, ma fille, rayonnait. Une reine sur son trône, et moi, la paria, la mère indigne. L'idée m'avait traversé l'esprit, une étincelle sombre. Et si je lui montrais ce que vraiment, gâcher une vie, signifiait? La nuit était tombée sur Paris, mais pour moi, c'était le noir complet. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblaient légèrement. Un clic, puis un autre. Les réservations, les billets, tout s'évaporait. L'appartement qu'on avait trouvé pour eux, la lune de miel sous le soleil de la Méditerranée. Disparu. Volatilisé. Comme si jamais rien n'avait existé. J'ai fixé le téléphone, attendant. L'attente était une torture lente, chaque minute une éternité. Et puis, il a sonné. 3 heures du matin. Le numéro s'affichait. Le sien. Mon cœur s'est serré, un mélange étrange de satisfaction et d'appréhension. Sa voix, brisée par les sanglots. Maman, ma vie est finie à cause de toi. Un soupir m'échappa. Elle ne savait pas encore. Pas du tout. La vraie partie, celle qui ferait mal, celle qui lui ferait comprendre, n'avait même pas encore commencé. Le jeu venait de débuter. Le téléphone raccroché, le silence revint, plus pesant encore. Ma main tremblait toujours, mais cette fois, ce n'était plus de l'appréhension. C'était autre chose. Une énergie froide, une détermination qui s'installait doucement dans mes veines. Je me levai, le thé oublié sur la petite table basse. Mes yeux balayèrent l'appartement. Tout était si tranquille. Trop tranquille. La ville dormait dehors, ignorant le chaos qui venait de s'inviter dans ma vie, ou plutôt, que j'allais y semer. Je me dirigeai vers la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient, indifférentes. Des milliers de vies qui continuaient leur cours, leur joie, leur peine. Ma peine à moi était bien plus profonde, bien plus amère. Les sanglots de ma fille, capturés par le téléphone, résonnaient encore dans ma tête. Maman, ma vie est finie à cause de toi. Elle croyait ça, la pauvre petite chose. Elle pensait que le coup de fil, l'annulation de leur voyage de noces, c'était le pire. Elle se trompait lourdement. Ça, ce n'était que l'apéritif. Avec la maturité que l'on acquiert en traversant les décennies, j'avais appris que la vraie douleur, celle qui marque au fer rouge, elle ne vient pas toujours dans la précipitation. Elle se cultive, se prépare. Et j'avais toute la nuit pour y penser. J'ai repensé à cette phrase, celle qu'elle avait prononcée devant tout le monde, devant lui, son nouveau mari. Je remercie tout le monde, sauf ma mère, qui ne fait que gâcher ma vie. Les mots étaient sortis de sa bouche avec une telle assurance, une telle froideur. Comme si elle avait répété un texte. Un texte écrit par qui? Par moi. Non. Par cette rancœur qu'elle avait nourrie en secret, nourrie par des années de mes tentatives maladroites de bien faire, de la protéger, de l'aimer. Je suis allée dans la cuisine, et ouvert le réfrigérateur. Rien. J'avais mangé trop vite à la mairie, le cœur serré. J'ai attrapé une bouteille d'eau, en ai bu une longue gorgée. L'eau était fraîche, presque glaciale. Elle me revigora. Il fallait que je reste forte. Pour moi. Pour ce que j'allais faire. J'ai repensé à son regard, ce jour-là. Elle avait 20 ans. Je lui avais offert une petite voiture pour son anniversaire. Elle avait souri, mais c'était un sourire poli, pas celui d'une fille heureuse. Merci, maman. Un merci si distant. J'avais voulu lui dire que je l'aimais, que je faisais de mon mieux. Mais les mots s'étaient coincés dans ma gorge. Maintenant, les mots, je savais les trouver. Ou plutôt, je savais comment les faire sortir des autres. Ma fille, elle avait toujours été sensible. Trop sensible, peut-être. Elle se laissait facilement influencer. Et j'avais toujours été là pour elle, pour la guider, même quand elle ne voulait pas l'admettre. C'est ça, être une mère, non? Même quand on est traité comme un chien. Je suis retournée dans le salon, me suis assise sur le canapé. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé la liste de contacts. Le nom de son mari, Julien.
Un bon garçon, je crois. Ou du moins, il l'était. Je me demandais s'il avait déjà des doutes. S'il avait senti que quelque chose clochait. La façon dont elle avait évité mon regard pendant la cérémonie. Non, il ne savait rien. Il était aveuglé par l'amour, par le bonheur du jour. Pauvre Julien. J'ai ouvert une autre application. Les réseaux sociaux. J'ai cherché son profil, puis celui de ma fille. Elle avait posté une photo d'elle, rayonnante, avec Julien. La légende, le plus beau jour de ma vie. Je t'aime mon amour. Et en dessous, des centaines de commentaires élogieux. Des félicitations. Personne ne parlait de la mère qui s'était éclipsée, honteuse. Personne ne savait la vérité. Mais ça allait changer. J'ai commencé à taper un message. Lentement, d'abord. Puis plus vite. Chaque mot était choisi avec soin. Je ne voulais pas être trop direct. Il fallait que ça paraisse naturel. Que ça vienne de lui. Que ce soit lui qui me dise ce que j'avais besoin d'entendre pour continuer. J'ai écrit, j'ai effacé, j'ai réécrit. Le clavier chauffait sous mes doigts. Il fallait que je lui montre. Il fallait que je lui fasse comprendre que sa vie n'était pas seulement la sienne. Qu'elle avait des conséquences. Que les mots ont un poids. Que les actions ont un prix. Et que le mien, elle allait le payer cher. Très cher. Je me suis levée, et fait quelques pas dans le salon. L'air était devenu lourd. Une tension palpable flottait dans la pièce. C'était l'avant-goût de ce qui allait arriver. L'aube approchait, mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. Le vrai jeu, celui où les règles sont les miennes, celui où les pions sont les personnes qu'elle aime, ce jeu, il était sur le point de démarrer. Et je comptais bien le gagner. Le café noir, amer comme ma déception, brûlait ma gorge. Il était presque 4 heures du matin. Paris dormait encore, ou du moins, la plupart des gens dormaient. Moi, j'étais éveillée, plus que jamais. L'appel de ma fille, ses sanglots, avaient été comme une décharge électrique. Elle pensait que c'était fini, que j'avais tout ruiné. La pauvre petite. Elle ne se doutait de rien. Elle ne savait pas que je venais juste de commencer à jouer. J'ai regardé la photo sur mon téléphone. Elle et Julien, le sourire aux lèvres, le regard plein d'une naïveté que je connaissais si bien. Julien. Un bon gars, vraiment. Il l'aimait. Ou du moins, il croyait l'aimer. Il avait cette façon de la regarder, comme si elle était la seule chose qui comptait. Il ne voyait pas ses défauts, ses petites manigances, sa tendance à toujours vouloir avoir le dernier mot. Il ne voyait pas la manipulatrice qu'elle pouvait être quand elle le voulait. Et moi, sa mère, je les avais vus grandir, ses défauts. J'avais essayé de les corriger, de la guider, de lui apprendre la vie, la vraie vie, celle qui ne pardonne pas toujours. Mais elle préférait m'ignorer. Elle préférait croire que je voulais juste la contrôler, la brider. Je me suis levée, et fait quelques pas dans mon salon. Les meubles semblaient figés dans l'obscurité, témoins silencieux de ma détresse. La détresse d'une mère qui voit sa fille lui tourner le dos, qui entend les mots les plus blessants sortir de sa bouche, devant tout le monde. Tu gâches ma vie. Ces mots. Ils résonnaient encore. Ils avaient fait plus mal que n'importe quelle gifle. Plus mal que tous les sacrifices que j'avais faits pour elle. Je suis retournée à ma table. Mon doigt a effleuré l'écran du téléphone. Il fallait que je sois prudente. Il ne fallait pas que ça se voie. Il ne fallait pas qu'elle puisse dire que c'était moi, directement. Il fallait que ça vienne d'ailleurs. Il fallait que ça la surprenne, qu'elle se retrouve prise au piège de ses propres actions. J'ai ouvert l'application de messagerie. J'ai cherché le nom de Julien. Son nom s'est affiché, simple, comme une promesse. J'ai commencé à écrire. Pas un long message. Juste quelques mots. Des mots qui sembleraient anodins à première vue, mais qui, une fois plantés dans son esprit, grandiraient comme une mauvaise herbe. Des mots qui sèmeraient le doute. Julien, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée de t'envoyer ce message à une heure pareille, mais je n'arrive pas à dormir. Je suis inquiète. Depuis quelque temps, je trouve que prénom de la fille est étrange. Elle est nerveuse, distante. Je me demande si tout va bien pour elle. Si elle est vraiment heureuse. Tu sais, elle est très sensible, et parfois, elle peut être facilement influencée. J'ai peur que quelqu'un ne lui monte la tête. J'ai peur qu'elle fasse une erreur. Je ne veux pas m'immiscer, mais en tant que mère, je ne peux pas rester sans rien dire. Je t'en prie, prends soin d'elle. J'ai relu le message. C'était subtil. Trop subtil. Non,
Parfait. C'était juste assez pour piquer sa curiosité, pour le faire réfléchir. C'était juste assez pour qu'il commence à se poser des questions. Des questions sur sa femme, sur leur mariage, sur leur avenir. Et une fois que le doute s'installe, il est difficile de s'en débarrasser. C'est comme une petite fissure dans un mur. Au début, on ne la voit pas. Puis, avec le temps, elle s'élargit, jusqu'à tout faire s'écrouler. J'ai appuyé sur envoyer. Mon cœur battait un peu plus vite. C'était fait. La première pierre était posée. Le jeu avait véritablement commencé. J'ai posé le téléphone sur la table. L'aube commençait à poindre à travers les rideaux. Les premières lueurs grises annonçaient une nouvelle journée. Mais pour moi, cette journée serait différente. Elle serait celle de la reconstruction. De ma reconstruction. Et pour ça, il fallait d'abord détruire. Lentement. Délicatement. Durement. Je me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai écarté un PAN du rideau. Les rues de Paris commençaient à s'animer. Les premiers boulangers ouvraient leurs boutiques, les premiers travailleurs prenaient le chemin du métro. Une vie normale. Une vie que ma fille avait cru pouvoir construire sans moi, en me rejetant. Elle allait apprendre. Oh oui, elle allait apprendre que sa mère, même quand elle est blessée, même quand elle est mise à l'écart, elle reste une mère. Et une mère, ça c'est se battre. Ça c'est protéger. Et parfois, ça c'est aussi punir. J'ai souri, un sourire froid, sans joie. L'eau fraîche du réfrigérateur n'avait pas suffi à apaiser la chaleur qui montait en moi. C'était une chaleur différente, une chaleur qui venait des profondeurs, une chaleur qui promettait le feu. Le feu de la vérité. Le feu de la justice. Ma justice. J'ai regardé le ciel parisien, encore pâle. Il y avait tant de choses à faire. Tant de fils à tirer. Tant de petites phrases à murmurer au bon moment. Julien n'était que le début. Il y avait d'autres personnes dans sa vie. D'autres personnes qu'il aimait. Et qui, peut-être, finiraient par me comprendre. Ou du moins, par la comprendre, elle. J'ai fermé les rideaux. L'obscurité est revenue, plus familière, plus rassurante. La nuit n'était pas encore finie. Loin de là. Elle ne faisait que commencer. Et j'avais toute la nuit devant moi pour préparer la suite. Pour peaufiner mon plan. Pour me rappeler pourquoi j'en étais arrivé là. Pour me rappeler que parfois, aimer, c'est aussi savoir lâcher prise. Et savoir faire mal. Pour le bien de l'autre, disait-on. Mais là, c'était pour mon propre bien. Pour ma propre survie. Et pour qu'elle apprenne, une bonne fois pour toutes, ce que signifiait le mot reconnaissance. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les volets clos. La ville s'éveillait doucement, mais moi, j'étais déjà en pleine journée. Ou plutôt, en pleine nuit. La nuit de mes pensées. Ce message envoyé à Julien, c'était comme lancer une petite pierre dans un étang calme. Les ronds commençaient à se former, invisibles pour l'instant, mais ils allaient s'étendre. J'ai repensé à ma fille. Son prénom. Il me vient aux lèvres comme une vieille chanson, une de celles qu'on aime et qui nous font mal en même temps. Elle avait toujours été ma petite chose fragile. Trop sensible, je le répète. Un rien la mettait à terre, et un rien pouvait la faire s'envoler. J'avais toujours essayé de la protéger, de lui construire un rempart contre les coups du monde. Peut-être que j'avais trop fait, peut-être que j'avais étouffé sa capacité à se défendre seule. Mais quand on voit le monde tel qu'il est, on veut juste que ses enfants soient à l'abri. Je me suis levée et j'ai traversé le salon pour aller dans la cuisine. Le café noir, c'était devenu mon rituel matinal, celui qui me permettait de tenir debout quand tout le reste menaçait de s'effondrer. J'ai appuyé sur le bouton de la machine. Le bruit familier du café qui coule m'a ramené à la réalité. La réalité, c'était que ma fille avait choisi son camp. Elle avait choisi de me rejeter, de me faire passer pour le monstre. Et moi, je n'étais pas du genre à me laisser faire. J'avais traversé des épreuves dans ma vie, j'en avais surmonté des coups bas. Celle-ci, c'était la pire, bien sûr. Mais elle ne me briserait pas. Elle me transformerait. J'ai versé le café dans une tasse. La vapeur chaude m'a réchauffé le visage. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil montait, illuminant les toits de Paris. Une nouvelle journée commençait pour tout le monde. Sauf pour moi. Ma journée, elle avait commencé la veille, au moment où j'avais entendu sa voix au téléphone, pleine de reproches et de larmes. Des larmes qui, maintenant, me semblaient presque une insulte. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait jamais. Elle ne savait pas ce que c'était de se battre pour ses enfants,
de sacrifier sa propre vie pour qu'ils aient le meilleur. Et maintenant, elle me traitait comme si j'étais le pire des obstacles. Je me suis assise à la table de la cuisine, la tasse fumante entre mes mains. J'ai repensé à Julien. Ce jeune homme. Il avait l'air gentil. Trop gentil, peut-être. Trop naïf. Il aimait ma fille, c'était évident. Mais aimait-il la vraie ma fille? Celle qui savait manipuler, celle qui savait faire semblant? Ou bien aimait-il l'image qu'elle lui renvoyait? L'image qu'elle avait toujours voulu projeter. J'espérais juste que mon message avait planté une petite graine de doute. Juste assez pour qu'il commence à la regarder différemment. Pour qu'il voie ce que moi, j'avais vu pendant des années. Le téléphone a vibré sur la table. Mon cœur a fait un bond. C'était lui? Trop tôt, peut-être. J'ai pris le téléphone. Ce n'était pas Julien. C'était un message d'une amie. Un simple salut, ça va? Je l'ai ignoré. Tout ce qui n'avait pas rapport avec mon plan me semblait futile. Mon plan. Il prenait forme, lentement mais sûrement. Ce n'était pas juste une vengeance, c'était une leçon. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle allait comprendre que les mots ont un poids. Que les actions ont des conséquences. Et que sa mère, même blessée, même rejetée, était capable de bien plus qu'elle ne l'imaginait. J'ai fini mon café. Il était amer, comme mon cœur. Mais cette amertume me donnait de la force. Elle me rappelait pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais pris cette décision. J'allais la faire payer. Pas pour moi. Pour elle. Pour qu'elle apprenne. Pour qu'elle grandisse. Et pour qu'elle sache, un jour, que sa mère l'avait aimée plus que tout. Même quand elle la punissait. J'ai regardé l'heure. 6 heures du matin. La ville était maintenant bien éveillée. Les bruits de la circulation montaient jusqu'à mon appartement. Une vie normale. Une vie que je ne pouvais plus avoir, pas tant que cette histoire ne serait pas réglée. Je me suis levée, prête à affronter cette nouvelle journée. La journée où tout allait commencer. La journée où ma fille allait découvrir que sa mère n'était pas celle qu'elle croyait. Et que le silence, parfois, est plus assourdissant que tous les cris. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les volets clos. La ville s'éveillait doucement, mais moi, j'étais déjà en pleine journée. Ou plutôt, en pleine nuit. La nuit de mes pensées. Ce message envoyé à Julien, c'était comme lancer une petite pierre dans un étang calme. Les ronds commençaient à se former, invisibles pour l'instant, mais ils allaient s'étendre. J'ai repensé à ma fille. Son prénom. Il me vient aux lèvres comme une vieille chanson, une de celles qu'on aime et qui nous font mal en même temps. Elle avait toujours été ma petite chose fragile. Trop sensible, je le répète. Un rien la mettait à terre, et un rien pouvait la faire s'envoler. J'avais toujours essayé de la protéger, de lui construire un rempart contre les coups du monde. Peut-être que j'avais trop fait, peut-être que j'avais étouffé sa capacité à se défendre seule. Mais quand on voit le monde tel qu'il est, on veut juste que ses enfants soient à l'abri. Je me suis levée et j'ai traversé le salon pour aller dans la cuisine. Le café noir, c'était devenu mon rituel matinal, celui qui me permettait de tenir debout quand tout le reste menaçait de s'effondrer. J'ai appuyé sur le bouton de la machine. Le bruit familier du café qui coule m'a ramené à la réalité. La réalité, c'était que ma fille avait choisi son camp. Elle avait choisi de me rejeter, de me faire passer pour le monstre. Et moi, je n'étais pas du genre à me laisser faire. J'avais traversé des épreuves dans ma vie, j'en avais surmonté des coups bas. Celle-ci, c'était la pire, bien sûr. Mais elle ne me briserait pas. Elle me transformerait. J'ai versé le café dans une tasse. La vapeur chaude m'a réchauffé le visage. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil montait, illuminant les toits de Paris. Une nouvelle journée commençait pour tout le monde. Sauf pour moi. Ma journée, elle avait commencé la veille, au moment où j'avais entendu sa voix au téléphone, pleine de reproches et de larmes. Des larmes qui, maintenant, me semblaient presque une insulte. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait jamais. Elle ne savait pas ce que c'était de se battre pour ses enfants, de sacrifier sa propre vie pour qu'ils aient le meilleur. Et maintenant, elle me traitait comme si j'étais le pire des obstacles. Je me suis assise à la table de la cuisine, la tasse fumante entre mes mains. J'ai repensé à Julien. Ce jeune homme. Il avait l'air gentil. Trop gentil, peut-être. Trop naïf. Il aimait ma fille, c'était évident. Mais aimait-il la vraie ma fille? Celle qui savait manipuler, celle qui savait faire semblant? Ou bien aimait-il l'image qu'elle lui renvoyait?
L'image qu'elle avait toujours voulu projeter. J'espérais juste que mon message avait planté une petite graine de doute. Juste assez pour qu'il commence à la regarder différemment. Pour qu'il voie ce que moi, j'avais vu pendant des années. Le téléphone a vibré sur la table. Mon cœur a fait un bond. C'était lui? Trop tôt, peut-être. J'ai pris le téléphone. Ce n'était pas Julien. C'était un message d'une amie. Un simple salut, ça va? Je l'ai ignoré. Tout ce qui n'avait pas rapport avec mon plan me semblait futile. Mon plan. Il prenait forme, lentement mais sûrement. Ce n'était pas juste une vengeance, c'était une leçon. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle allait comprendre que les mots ont un poids. Que les actions ont des conséquences. Et que sa mère, même blessée, même rejetée, était capable de bien plus qu'elle ne l'imaginait. J'ai fini mon café. Il était amer, comme mon cœur. Mais cette amertume me donnait de la force. Elle me rappelait pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais pris cette décision. J'allais la faire payer. Pas pour moi. Pour elle. Pour qu'elle apprenne. Pour qu'elle grandisse. Et pour qu'elle sache, un jour, que sa mère l'avait aimée plus que tout. Même quand elle la punissait. J'ai regardé l'heure. 6 heures du matin. La ville était maintenant bien éveillée. Les bruits de la circulation montaient jusqu'à mon appartement. Une vie normale. Une vie que je ne pouvais plus avoir, pas tant que cette histoire ne serait pas réglée. Je me suis levée, prête à affronter cette nouvelle journée. La journée où tout allait commencer. La journée où ma fille allait découvrir que sa mère n'était pas celle qu'elle croyait. Et que le silence, parfois, est plus assourdissant que tous les cris. J'ai jeté un coup d'œil à la photo sur mon téléphone. Elle et Julien, le sourire aux lèvres, le regard plein d'une naïveté que je connaissais si bien. Julien. Un bon gars, vraiment. Il l'aimait. Ou du moins, il croyait l'aimer. Il avait cette façon de la regarder, comme si elle était la seule chose qui comptait. Il ne voyait pas ses défauts, ses petites manigances, sa tendance à toujours vouloir avoir le dernier mot. Il ne voyait pas la manipulatrice qu'elle pouvait être quand elle le voulait. Et moi, sa mère, je les avais vus grandir, ses défauts. J'avais essayé de les corriger, de la guider, de lui apprendre la vie, la vraie vie, celle qui ne pardonne pas toujours. Mais elle préférait m'ignorer. Elle préférait croire que je voulais juste la contrôler, la brider. Je me suis levée, et fait quelques pas dans mon salon. Les meubles semblaient figés dans l'obscurité, témoins silencieux de ma détresse. La détresse d'une mère qui voit sa fille lui tourner le dos, qui entend les mots les plus blessants sortir de sa bouche, devant tout le monde. Tu gâches ma vie. Ces mots. Ils résonnaient encore. Ils avaient fait plus mal que n'importe quelle gifle. Plus mal que tous les sacrifices que j'avais faits pour elle. Je suis retournée à ma table. Mon doigt a effleuré l'écran du téléphone. Il fallait que je sois prudente. Il ne fallait pas que ça se voie. Il ne fallait pas qu'elle puisse dire que c'était moi, directement. Il fallait que ça vienne d'ailleurs. Il fallait que ça la surprenne, qu'elle se retrouve prise au piège de ses propres actions. J'ai ouvert l'application de messagerie. J'ai cherché le nom de Julien. Son nom s'est affiché, simple, comme une promesse. J'ai commencé à écrire. Pas un long message. Juste quelques mots. Des mots qui sembleraient anodins à première vue, mais qui, une fois plantés dans son esprit, grandiraient comme une mauvaise herbe. Des mots qui sèmeraient le doute. Julien, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée de t'envoyer ce message à une heure pareille, mais je n'arrive pas à dormir. Je suis inquiète. Depuis quelque temps, je trouve que ma fille est étrange. Elle est nerveuse, distante. Je me demande si tout va bien pour elle. Si elle est vraiment heureuse. Tu sais, elle est très sensible, et parfois, elle peut être facilement influencée. J'ai peur que quelqu'un ne lui monte la tête. J'ai peur qu'elle fasse une erreur. Je ne veux pas m'immiscer, mais en tant que mère, je ne peux pas rester sans rien dire. Je t'en prie, prends soin d'elle. J'ai relu le message. C'était subtil. Trop subtil. Non, parfait. C'était juste assez pour piquer sa curiosité, pour le faire réfléchir. C'était juste assez pour qu'il commence à se poser des questions. Des questions sur sa femme, sur leur mariage, sur leur avenir. Et une fois que le doute s'installe, il est difficile de s'en débarrasser. C'est comme une petite fissure dans un mur. Au début, on ne la voit pas. Puis, avec le temps, elle s'élargit, jusqu'à tout faire s'écrouler. J'ai appuyé sur envoyer. Mon cœur battait un peu plus vite. C'était fait.
La première pierre était posée. Le jeu avait véritablement commencé. J'ai posé le téléphone sur la table. L'aube commençait à poindre à travers les rideaux. Les premières lueurs grises annonçaient une nouvelle journée. Mais pour moi, cette journée serait différente. Elle serait celle de la reconstruction. De ma reconstruction. Et pour ça, il fallait d'abord détruire. Lentement. Délicatement. Durement. J'ai fermé les rideaux. L'obscurité est revenue, plus familière, plus rassurante. La nuit n'était pas encore finie. Loin de là. Elle ne faisait que commencer. Et j'avais toute la nuit devant moi pour préparer la suite. Pour peaufiner mon plan. Pour me rappeler pourquoi j'en étais arrivé là. Pour me rappeler que parfois, aimer, c'est aussi savoir lâcher prise. Et savoir faire mal. Pour le bien de l'autre, disait-on. Mais là, c'était pour mon propre bien. Pour ma propre survie. Et pour qu'elle apprenne, une bonne fois pour toutes, ce que signifiait le mot reconnaissance. Le soleil commençait à peine à dorer les toits de Paris. 6 heures du matin. Une heure où la ville respire encore dans un demi-sommeil, où les bruits de la rue sont étouffés, presque feutrés. Mon appartement, lui, était déjà en pleine effervescence. Pas un bruit, juste le bourdonnement silencieux de mes pensées qui tournaient à plein régime. Le message était parti. Julien l'avait reçu. Maintenant, il fallait attendre. Attendre que les premiers rayons de soleil pénètrent vraiment dans les esprits, qu'ils éclairent les zones d'ombre. Je me suis levée de la table de la cuisine, là où j'avais passé une partie de la nuit, le regard perdu dans le vide. Mon corps était fatigué, mais mon esprit, lui, était d'une clarté redoutable. Une clarté née de la colère, de la douleur, mais surtout, d'une résolution inébranlable. Elle avait voulu me faire passer pour le monstre, pour celle qui gâche sa vie. Très bien. Elle allait découvrir ce que c'était, vraiment, d'avoir une mère qui ne se laisse pas faire. J'ai traversé le salon, les pas légers sur le parquet ancien. La photo d'elle et Julien était posée sur la petite table basse. Un sourire béat sur leur visage. Elle, rayonnante, lui, le regard plein d'une adoration naïve. J'ai soupiré. Combien de temps avant que ce tableau idyllique ne se fissure? Combien de temps avant que Julien ne voie la vérité? La vérité, c'est que ma fille avait un talent certain pour le mensonge, pour la manipulation. Un talent qu'elle avait cultivé, affiné, depuis toujours. Et moi, j'avais été sa première victime. J'ai attrapé mon manteau. Il fallait que je sorte, que je prenne l'air. L'air frais de Paris, celui qui nettoie les idées noires, qui donne un nouveau souffle. Je suis descendu les escaliers, le bruit de mes talons résonnant dans le silence du vieil immeuble. Dehors, l'air était vif. Une légère brise caressait mon visage. J'ai marché sans but précis, me laissant porter par le rythme lent de la ville qui s'éveille. Les premiers passants, les premiers cyclistes, les premiers taxis pressés. Chacun dans sa bulle, chacun avec sa propre histoire. Je pensais à mon message. Était-il assez subtil? Suffisamment percutant? J'avais pesé chaque mot, chaque virgule. L'idée n'était pas de la dénoncer frontalement, non. C'était de semer le doute, de faire naître une petite graine d'inquiétude dans l'esprit de Julien. Qu'il commence à la regarder différemment, qu'il la voie telle qu'elle était réellement. Loin de l'image parfaite qu'elle s'efforçait de projeter. J'ai passé devant une boulangerie. L'odeur du pain frais, des croissants chauds, m'a rappelé d'autres matins, d'autres époques. Des matins où ma fille, encore petite, me réveillait avec un sourire, me demandant son petit déjeuner. Des matins où tout semblait simple, où l'amour suffisait. Où était passée cette petite fille? Où était passée cette complicité? Écrasée sous le poids des années, des déceptions, des mensonges. Je me suis arrêtée devant une vitrine. Mon reflet. Une femme de presque 60 ans, le visage marqué par le temps, mais surtout, par la douleur. Une douleur sourde, constante, qui ne me quittait jamais vraiment. Mais aujourd'hui, il y avait autre chose. Une détermination froide, une résolution qui me donnait une force insoupçonnée. Je n'étais plus la victime. J'étais l'actrice principale de cette pièce. Et la scène était prête pour le prochain acte. J'ai continué ma marche, le cœur battant un rythme régulier, presque martial. Le jeu était lancé. Et je comptais bien le gagner. J'ai marché un bon moment, le bruit de mes pas résonnant sur le trottoir encore désert. Le soleil montait, promettant une belle journée, mais pour moi, c'était juste un autre jour à traverser. Un jour de plus à porter ce poids. Je suis rentrée, le cœur un peu plus léger,
l'air frais m'ayant fait le plus grand bien. L'appartement semblait toujours aussi silencieux, mais ce silence n'était plus celui du désespoir. C'était un silence chargé d'attente. J'ai préparé un thé, un de ces thés aux herbes qui sont censés calmer les nerfs. Ça ne marchait jamais vraiment, mais le rituel, lui, me rassurait. J'ai regardé mon téléphone. Rien. Bien sûr que rien. Il était à peine 7 heures. Julien ne me répondrait pas avant un moment. Il fallait lui laisser le temps de digérer mes mots, de les laisser infuser. J'ai repensé à ma fille. Son enfance. Elle était si petite, si vulnérable. Je me souviens de ses genoux écorchés après chaque chute, de ses pleurs quand elle avait peur. Je l'enveloppais dans mes bras, je lui disais que tout irait bien, que maman était là. Et elle me croyait. Elle me regardait avec ses grands yeux innocents, et elle me croyait. Où était passée cette confiance? Où était passée cette connexion? Elle avait été remplacée par du ressentiment, par des accusations. Elle avait choisi de croire que je voulais la contrôler, que je ne voulais pas la voir heureuse. C'est fou comme on peut se tromper sur les gens qu'on pense connaître le mieux. J'ai bu mon thé. La chaleur me remontait dans la gorge. Je me suis assise sur le canapé, le regard fixé sur la photo d'elle et Julien. Ils avaient l'air si heureux, si insouciants. C'était une illusion, bien sûr. Une façade. Et mon rôle, maintenant, était de faire tomber cette façade. Pas pour la punir, non. Pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle apprenne à ses dépens que les actes ont des conséquences. Que les mots, surtout, ont un poids. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait parlé devant tout le monde, au mariage. Les mots qu'elle avait sortis de sa bouche, comme des flèches. Tu gâches ma vie. C'était tellement injuste. Tellement cruel. J'avais tout donné pour elle. Ma jeunesse, mes rêves, ma carrière. J'avais mis sa vie avant la mienne, sans jamais compter. Et voilà comment elle me remerciait. Par un rejet cinglant, devant tous nos proches. La douleur était toujours là, vive, lancinante. Mais elle était maintenant mêlée à une colère froide, une détermination qui me donnait la force d'avancer. Je ne pouvais pas rester là, à subir. Il fallait agir. Il fallait rééquilibrer les choses. Le téléphone a vibré sur la table basse. Mon cœur a fait un bond. C'était lui? J'ai attrapé le téléphone, mes mains tremblant légèrement. Le nom de Julien s'affichait. Il avait répondu. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. C'était court. Juste quelques mots. Je comprends votre inquiétude. Je vais y réfléchir. Réfléchir. C'était déjà ça. C'était un début. Le doute était semé. Il allait commencer à observer, à se poser des questions. Et une fois que les questions commencent à germer, il est difficile de les éradiquer. J'ai senti un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Le jeu était lancé. Et j'avais l'avantage. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que j'allais me taire, que j'allais encaisser. Mais elle se trompait. Elle me connaissait mal. Elle avait oublié que sous le vernis de la mère aimante, il y avait une femme qui avait connu la vie, la vraie vie, avec ses coups bas et ses injustices. Une femme qui savait se battre. Et qui, cette fois, se battait pour sa propre dignité. J'ai posé le téléphone. L'aube était bien levée maintenant. La ville bourdonnait de vie. Mais dans mon appartement, le temps semblait suspendu. J'attendais la suite. J'attendais que la petite graine que j'avais plantée commence à grandir. J'attendais que Julien commence à voir la vérité. Et je savais qu'une fois qu'il l'aurait vue, rien ne serait plus comme avant. Rien. Le silence dans la voiture était plus pesant que le brouillard qui s'accrochait aux vitres. J'avais roulé sans but précis, laissant mes pensées vagabonder dans le chaos de la veille. Les mots de ma fille, si tranchants, résonnaient encore dans ma tête. Tu gâches ma vie. Ces 4 mots, ils avaient fait plus mal que n'importe quel coup. J'avais l'impression d'avoir le cœur en miettes, éparpillé sur le bitume mouillé. J'ai garé la voiture sur le bord d'une petite route de campagne, près d'un champ de blé encore vert. Le paysage était d'un calme trompeur, loin de la tempête qui faisait rage en moi. J'ai posé ma tête sur le volant, fermant les yeux. Il y avait cette sensation de vide, cette impression d'avoir tout perdu. Le mariage, censé être une fête, s'était transformé en une humiliation publique. Et cette nuit-là, cette nuit où j'avais tout annulé, c'était comme si une partie de moi s'était éteinte. Les souvenirs affluaient, comme des vagues incessantes. Sa petite enfance, ses rires, ses premières colères. J'avais tout donné, tout sacrifié pour elle.
Et voilà comment elle me le rendait. La rancœur montait, amère, comme un poison lent. Je me sentais trahi, abandonné par ma propre chair. Cette douleur, elle était viscérale, profonde. Elle me tordait les entrailles. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Les rides semblaient plus profondes, le regard plus las. 58 ans, et je me sentais plus seule que jamais. J'avais construit ma vie autour d'elle, de ses besoins, de ses rêves. Et maintenant, il ne restait plus rien. Juste ce goût de cendre dans la bouche. Un sanglot a secoué ma poitrine. Je me suis laissé aller, sans retenue. Les larmes coulaient, chaudes et salées, lavant un peu de cette amertume. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces efforts. Pour rien. Pour entendre ces mots qui me détruisaient. Mais au milieu de ce désespoir, une étincelle s'est allumée. Une lueur froide, déterminée. Elle pensait m'avoir brisé, me faire plier. Elle ne savait pas que le feu, parfois, il purifie avant de reconstruire. Elle ne savait pas que la douleur, elle pouvait aussi être un moteur. Un moteur puissant, implacable. Je me suis redressée, essuyant mes joues d'un revers de main. Le brouillard commençait à se dissiper, laissant apparaître le soleil timide. La route était encore longue, mais je sentais en moi une force nouvelle. Une force née de la douleur, de la colère. Elle avait cru avoir le dernier mot. Elle avait tort. Cette histoire était loin d'être terminée. Bien au contraire. Le jeu venait juste de commencer. Et cette fois, les règles seraient les miennes. Je ne serais plus la victime. J'allais reprendre le contrôle. Je suis rentrée dans la cuisine. Le soleil avait maintenant bien percé le ciel gris. La lumière filtrait à travers les stores, dessinant des zébrures sur le carrelage. J'ai attrapé une tasse, une de celles qui me rappellent les dimanches matins chez ma mère, et j'ai fait couler de l'eau chaude. Pas de thé aujourd'hui. Juste de l'eau. Pour me laver la bouche, peut-être. Pour effacer le goût amer de cette journée, de ces mots. Le téléphone a vibré à nouveau sur la table. Julien. Cette fois, j'ai hésité avant de le regarder. Que allait-il dire? Réitérer sa confiance en sa sœur? Me demander de me calmer? Ou, au contraire, avait-il commencé à douter? J'ai attrapé l'appareil, le cœur battant la chamade. Un nouveau message. J'ai parlé à ta fille. Elle m'a dit que tu étais trop protectrice, que tu voulais tout contrôler. Elle semble vraiment malheureuse, maman. Malheureuse. C'est le mot qu'elle a utilisé? Pas blessée, pas trahie, mais malheureuse. Comme si toute la responsabilité reposait sur mes épaules. Comme si mes intentions, si pures, étaient déformées par sa propre perception erronée. Je me suis assise sur une chaise, la tasse fumante entre mes mains. La chaleur était réconfortante, mais le froid s'installait ailleurs, dans mes os. Elle a raison, Julien. Je suis trop protectrice. Je ne veux pas qu'elle souffre comme moi j'ai souffert. J'ai tapé ces mots avec une lenteur calculée. Chaque lettre, une pierre ajoutée à un mur. Un mur entre elle et lui. Un mur entre elle et le monde qu'elle croyait connaître. Je ne pouvais pas la laisser se jeter dans le vide sans parachute. Elle avait besoin de comprendre que la vie n'est pas un conte de fées, qu'il y a des conséquences à nos actes, même quand on est jeune et qu'on se croit invulnérable. J'ai repensé à mon propre père. Il avait été dur avec moi, sévère. Il voulait me préparer au pire, disait-il. Je l'avais détesté pour ça, à l'époque. Je le trouvais rigide, incapable de comprendre mes aspirations. Mais avec le temps, j'avais réalisé qu'il m'avait armé. Il m'avait donné les outils pour survivre, pour ne pas me laisser faire. Il m'avait appris la résilience. Et c'est ça que je voulais pour ma fille. Pas une vie de privilèges et d'illusions, mais une vie où elle pourrait se relever après chaque chute. Elle ne le voyait pas. Elle ne voyait que le contrôle, l'interdiction. Elle ne voyait pas l'amour qui se cachait derrière chaque avertissement. Elle ne voyait que les chaînes. Et Julien, mon fils, mon tendre Julien, il était en train de se faire aveugler par sa tristesse, par ses larmes. Il ne comprenait pas que derrière cette façade de victime, il y avait une manipulation subtile. Une façon de me retourner le monde contre moi. J'ai envoyé le message. Le silence est revenu, plus lourd encore. J'ai posé mon téléphone. La lumière du soleil était plus vive maintenant. Elle éclairait la poussière dans l'air, les petites particules qui dansent sans cesse. Comme mes pensées. Comme mon chagrin. Mais aussi, comme ma détermination. Elle avait cru que j'allais me résigner, que j'allais pleurer dans mon coin. Elle avait tort.
Elle ne me connaissait pas. Elle n'avait jamais vraiment voulu me connaître. Et c'est là toute la tragédie. La tragédie de ne pas voir la vérité, même quand elle est là, juste devant soi. Je me suis levée. Il était temps de passer à la prochaine étape. Il fallait que Julien voie. Il fallait qu'il comprenne. La vérité, elle finit toujours par éclater, même si elle doit être déterrée avec une force brutale. Et moi, j'étais prête à creuser. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail. L'eau dans la bouilloire commençait à chanter. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était bien là, mais le ciel gardait encore des traces de cette grisaille matinale. C'était comme mon cœur, un mélange de clarté et d'ombre. Julien pensait que j'étais trop protectrice. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas la fragilité de sa sœur, cette tendance à se laisser emporter, à croire que le monde lui devait tout. Il ne voyait pas les risques qu'elle prenait, les décisions impulsives qui la mettaient en danger. Ma propre expérience, celle de mes 58 ans, m'avait appris la prudence. Elle m'avait appris que la vie, ça se mérite, que rien n'est jamais acquis. Je voulais juste qu'elle comprenne ça, qu'elle bâtisse sa vie sur des fondations solides, pas sur du sable mouvant. Mais comment lui expliquer ça, à Julien, sans qu'il me voie comme une mère castratrice, une vieille rabat-joie? Il était si jeune, si idéaliste. Il voyait sa sœur comme une victime, moi comme le bourreau. C'était plus simple comme ça, pour lui. Une mauvaise mère, une fille incomprise. Il ne voulait pas voir la complexité, la nuance. Il ne voulait pas voir que parfois, l'amour, ça ressemble à de la colère, à de la fermeté. La bouilloire a sifflé. J'ai coupé le gaz. J'ai versé l'eau chaude dans ma tasse. La vapeur a monté, brouillant un peu ma vision. J'ai pensé à mon père. Il était pareil. Dur, exigeant. Il me disait toujours, la vie ne te fera pas de cadeaux, ma fille. Fais-toi ta propre place. À l'époque, je le trouvais injuste. Je voulais qu'il me protège, qu'il me guide avec douceur. Mais avec le temps, j'ai compris. Il m'avait donné la force de me battre, de ne jamais baisser les bras. Il m'avait appris à me relever, encore et encore. C'est ça que je voulais pour elle. Pas une vie facile, mais une vie où elle saurait se défendre, où elle aurait les armes pour affronter les coups. J'ai pris une gorgée d'eau. C'était juste de l'eau, mais ça avait un goût amer. Le goût de la déception, de l'incompréhension. J'avais l'impression d'être seule face à un mur. Un mur qu'elle avait érigé, avec l'aide involontaire de son frère. Elle avait réussi à retourner la situation, à faire de moi la méchante. C'était une tacticienne, ma fille. Elle avait toujours su jouer de ses émotions pour obtenir ce qu'elle voulait. Je me suis levée et j'ai traversé la cuisine. Je suis allée jusqu'au salon. J'ai regardé la photo de mariage sur la cheminée. Elle était si belle, si rayonnante. Je me souviens de ce jour-là, de mon inquiétude cachée derrière mon sourire. Je savais que le mariage ne serait pas un conte de fées, que les difficultés arriveraient. Mais je ne pensais pas que le premier coup viendrait d'elle, le jour même de sa propre union. J'ai attrapé mon sac à main. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que Julien comprenne. Je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Ma fille était en train de se perdre, et mon fils était trop aveugle pour le voir. J'ai pris mes clés de voiture. Il fallait que j'aille le voir. Il fallait que je lui montre. Il fallait qu'il voie la vérité, la vraie vérité, pas celle qu'elle lui servait sur un plateau. La route serait longue, mais je savais où j'allais. Je n'étais plus la victime. J'étais celle qui allait se battre. Celle qui allait déterrer les secrets, même les plus enfouis. Il était temps que la façade tombe. Il était temps que tout éclate au grand jour. Je démarre le moteur de ma vieille Peugeot. Le bruit rauque me rappelle que la mécanique aussi a ses humeurs. Je ne vais pas chez Julien, pas tout de suite. Il faut d'abord que je passe par un autre endroit. Un endroit qui me permettra de rassembler mes esprits, de mettre de l'ordre dans ce chaos qui m'habite. Je prends la route de la campagne, celle qui mène vers le cimetière où repose mon père. C'est peut-être là que je trouverai un peu de sérénité, un peu de cette force qu'il m'a transmise. La voiture cahote sur le chemin de terre. Les arbres défilent, une masse indistincte de vert et de brun. Le soleil, maintenant plus haut, perce à travers les feuilles, dessinant des ombres mouvantes sur le tableau de bord. J'ai toujours aimé cette route. Elle me ramène à une époque où les problèmes semblaient plus simples, plus gérables. Une époque où mon père était encore là pour me dire quoi faire, pour me dire que tout irait bien. Des illusions, sans doute. La vie n'a jamais été simple,
et il le savait mieux que personne. Je me gare devant le portail en fer forgé. L'air est plus frais ici, chargé de l'odeur de la terre humide et des pins. Je descends de voiture, le gravier crisse sous mes semelles. Le silence est presque assourdissant, seulement troublé par le chant des oiseaux. Je marche le long des allées bordées de stèles blanches. Chaque nom, chaque date, une vie qui s'est achevée. Je cherche la sienne. La sienne, gravée dans le granit, un peu plus loin, sous un grand chêne. Je m'assois sur le banc de pierre face à sa tombe. La pierre tombale est simple, sans fioriture. Juste son nom, et une date. Pas de phrase, pas de citation. Mon père n'était pas du genre à s'épancher. Il était un homme d'action, un homme de principe. Il m'avait appris à me tenir droite, à ne jamais céder. La vie, c'est un combat, ma fille, me disait-il souvent. Faut se battre pour ce qu'on aime, et ne jamais laisser personne te marcher sur les pieds. Je ferme les yeux, essayant de sentir sa présence. Je l'imagine, là, à côté de moi, le regard sévère mais juste. Je lui raconte tout. Le mariage de ma fille, ses mots blessants, la réaction de Julien. Je lui parle de cette impression d'être seule, de cette incompréhension qui me ronge. Je lui demande conseil, comme je le faisais quand j'étais petite. Elle ne comprend pas, papa, je murmure, la voix étranglée par l'émotion. Elle ne voit pas que je veux juste la protéger. Que j'ai peur qu'elle fasse les mêmes erreurs que moi. Que je meure de cette peur. Je sais qu'il ne me répondra pas. Mais parler à voix haute, ici, ça me fait du bien. Ça me permet de mettre des mots sur ce que je ressens, de mettre un peu d'ordre dans mes pensées. Je me souviens de sa main rugueuse sur ma joue, de son sourire rare mais sincère. Il m'avait toujours dit que j'étais forte, que j'avais son caractère. J'espère qu'il avait raison. J'espère que cette force, je peux encore la trouver en moi. Je me lève, le corps un peu raide. Le soleil commence à décliner, projetant de longues ombres sur les tombes. Il est temps de partir. Je jette un dernier regard à sa pierre, un dernier signe de respect. Merci, papa, je dis. Pour tout. Je reprends la voiture. La route du retour me semble plus claire. Je sais ce que je dois faire. Je ne peux pas laisser ma fille se perdre, ni laisser Julien se faire manipuler. Il faut que je me batte. Il faut que je déterre la vérité, même si elle est laide, même si elle fait mal. Mon père m'a appris à ne jamais reculer devant un combat. Et ce combat-là, je vais le mener jusqu'au bout. Je vais aller voir Julien. Je vais lui montrer. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il voie ce qu'elle est vraiment. La façade doit tomber. Il est temps que la vérité éclate, dans toute sa brutalité. Ma fille m'a dit que ma vie était gâchée. Elle se trompe. Ma vie, elle commence maintenant. Elle commence avec cette vérité que je vais révéler. Je ne suis plus la mère passive, la mère incomprise. Je suis celle qui va se battre pour ce qui est juste. Pour ma famille. Pour moi. La voiture roule, le moteur ronronne. Je me sens plus légère, plus déterminée. La route est encore longue, mais je sais où je vais. Et cette fois, je ne me laisserai pas faire. La vieille Peugeot cahote toujours, mais le moteur tourne rond. Je quitte le cimetière, le cœur un peu plus léger, mais l'esprit toujours aussi embrouillé. Le conseil de mon père, fais-toi ta propre place, résonne en moi comme un mantra. Il avait raison, la vie, ça se gagne, ça ne se donne pas. Et ma fille, elle croit que tout lui est dû, qu'elle peut se permettre de me blesser, de me rejeter, sans conséquence. Julien, mon fils, il est trop naïf. Il voit sa sœur comme une sainte, et moi, comme la méchante sorcière. Il ne voit pas le danger, le gouffre dans lequel elle s'enfonce. Je ne vais pas chez Julien tout de suite. Non, il faut que je passe par ailleurs. Un endroit qui me parle, qui me rappelle d'où je viens, de qui je suis. Je prends la direction de l'ancien atelier de mon père, là où il passait ses journées à bricoler, à transformer le métal en œuvre d'art. C'est un endroit un peu oublié, un peu à l'abandon, mais pour moi, c'est un refuge. Un lieu où je peux me retrouver, loin du tumulte de ma vie actuelle. La route serpente à travers la campagne, les champs de blé ondulants sous la brise légère. Le soleil décline doucement, peignant le ciel de couleurs chaudes, orangées, roses. C'est beau, tellement beau. Mais cette beauté, elle me rappelle aussi la fragilité des choses, la fugacité de l'instant. Comme mon père, je suis une femme de devoir, une femme qui ne lâche rien. Il m'a appris ça. Il m'a appris à me battre, à ne jamais me laisser marcher sur les pieds. J'arrive devant l'atelier. La porte est rouillée, le bois est usé par le temps.
Je la pousse doucement. L'odeur familière de l'huile, de la sueur et du métal me saisit. C'est comme un voyage dans le temps. Je me souviens de mon père, sa silhouette penchée sur son établi, ses mains calleuses travaillant avec une précision incroyable. Il me parlait peu, mais ses silences étaient remplis de sagesse. Il me montrait, il me faisait comprendre. Je m'assieds sur un vieux tabouret en bois, le regard perdu dans le désordre organisé de l'atelier. Des outils pendent au mur, des pièces de métal rouillées s'empilent dans les coins. Il y a là une équerre, celle qu'il utilisait pour vérifier la perfection de ses angles. Je la prends dans mes mains. Elle est lourde, solide. Elle ne pardonne pas l'erreur. C'est exactement ce qu'il me manque avec ma fille. Elle vit dans un monde où tout est permis, où les conséquences n'existent pas. Je pense à ma fille, à ses paroles, à son regard froid. Elle m'a dit que ma vie était gâchée. Elle ne sait rien de ma vie. Elle ne voit que ce qu'elle veut voir. Elle ne voit pas les sacrifices, les combats que j'ai menés pour elle, pour nous. Elle ne voit pas la force qu'il m'a fallu pour me relever après la mort de mon mari, pour élever Julien et elle toute seule. Elle ne voit que ses propres désirs, ses propres frustrations. Je me lève, déterminée. Il faut que je parle à Julien. Il faut qu'il comprenne que sa sœur n'est pas la victime qu'elle prétend être. Il faut qu'il voie la manipulation derrière ses larmes. Mon père m'a appris à être forte, à ne pas me laisser faire. Je vais utiliser cette force. Je vais aller le voir, et je vais lui dire la vérité. Toute la vérité. Je sors de l'atelier, la clé à molette de mon père serrée dans ma main. C'est un symbole. Un symbole de la force, de la détermination. Je ne suis pas une femme passive. Je suis une femme qui se bat pour ce qui est juste. Pour sa famille. Pour elle-même. La voiture démarre. Le chemin vers Julien est encore long, mais je sais où je vais. Et cette fois, je ne me laisserai pas faire. Je vais lui montrer qui je suis vraiment. Je vais lui montrer la vérité. La vraie vérité, celle qui dérange, celle qui fait mal, mais celle qui libère. Il est temps que les masques tombent. Il est temps que ma fille comprenne que le monde ne lui appartient pas. Il est temps que Julien ouvre les yeux. Ma vie n'est pas gâchée. Elle est sur le point de commencer. La clé à molette de mon père pèse lourd dans ma main. Elle est froide, rugueuse, mais elle me donne une force inattendue. Je la serre, mes jointures blanchissent. C'est un outil, pas une arme, mais dans ma tête, elle symbolise la détermination, le droit de se défendre, de se battre pour ce qui est juste. Je démarre la vieille Peugeot. Le moteur tousse un peu, comme s'il hésitait à reprendre la route après cette pause dans l'atelier. Je ne vais pas directement chez Julien. Pas encore. Il faut d'abord que je passe par un autre endroit. Un endroit qui me rappelle qui je suis, au-delà des rôles qu'on m'a attribués. Un endroit où je peux puiser la force nécessaire pour affronter ce qui m'attend. Je prends la direction de la petite crique où mon père m'emmenait pêcher quand j'étais gamine. C'est un endroit sauvage, battu par les vents, loin des regards. Les rochers sont noirs, glissants, couverts d'algues. L'odeur de la mer est forte, âcre, salée. Elle me purifie, me ramène à l'essentiel. Je me gare sur le petit chemin de terre battue, là où l'herbe pousse entre les cailloux. Je descends de voiture, le vent me fouette le visage. Il arrache à mes lèvres quelques mots, des murmures que la mer emporte aussitôt. Je marche vers le bord de l'eau, mes vieilles bottes s'enfoncent un peu dans le sable mouillé. Mon père aimait cet endroit. Il disait que la mer, ça remettait les idées en place. Que ça lavait les soucis. Il était là, souvent, assis sur un rocher, à regarder l'horizon. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence était un roc. Un roc sur lequel je pouvais m'appuyer. Aujourd'hui, je me sens comme ces rochers, battus par la tempête, mais toujours debout. Je repense à ces leçons. La vie, ma fille, c'est pas toujours une partie de plaisir. Faut être solide. Faut savoir encaisser. Il avait raison. Et il m'a donné cette solidité. Il m'a appris à ne pas baisser les bras. Je regarde les vagues se briser contre les rochers. Le bruit est puissant, régulier. Un rythme immuable. Comme le temps qui passe, qui efface les traces mais ne détruit pas les fondations. Mes fondations. Celles que mon père a posées. Je me souviens de sa main sur mon épaule, de son regard qui disait tout sans un mot. Il savait. Il savait que j'aurais à me battre. Il savait que je porterais le poids de mes choix, et parfois, des choix des autres. Ma fille. Elle pense que je lui ai gâché la vie. Elle ne voit pas. Elle ne veut pas voir. Elle est dans son monde, un monde où les choses sont simples, où les émotions sont exacerbées,
où la faute retombe toujours sur l'autre. Elle ne sait pas ce que c'est que de se battre pour protéger ceux qu'on aime. Elle ne sait pas la peur qui vous ronge quand vous voyez vos enfants s'engager sur un mauvais chemin. Elle ne sait pas ce que j'ai sacrifié pour elle, pour Julien. Les rêves mis de côté, les opportunités ratées. Tout ça, pour elle. Je ferme les yeux. Je respire l'air iodé. Je sens le vent sur ma peau. Je me raccroche à cette force tranquille, celle qui vient de la terre, de la mer, de mon père. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas une victime. Je suis une mère. Une mère qui a fait de son mieux, avec les armes qu'elle avait. Et maintenant, il est temps de me battre. Pas par vengeance, non. Mais pour la vérité. Pour que Julien voie clair. Pour qu'il comprenne. Je me retourne, ma silhouette se découpe sur le ciel orangé. La clé à molette est toujours dans ma main. Je la serre une dernière fois. Puis je la range dans la boîte à outils, sous le siège. Elle n'est plus nécessaire. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. La force. La clarté. Je remonte dans la voiture. Le moteur démarre sans hésiter cette fois. La route vers Julien m'attend. Et cette fois, je sais exactement ce que je vais lui dire. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il ouvre les yeux. Ma vie n'est pas gâchée. Elle est juste en train de prendre un nouveau départ. Un départ basé sur la vérité. La vraie vérité. Celle qui dérange, mais qui libère. Celle que mon père m'a appris à chercher, toujours. La vieille Peugeot roule, le moteur un peu plus confiant maintenant. Le paysage défile, les champs se font plus rares, les premières maisons d'un village qui n'a pas changé depuis des lustres apparaissent. Je ne vais pas chez Julien directement. Non, il faut d'abord que je passe par le café du coin, celui où mon père allait prendre son journal tous les matins. L'enseigne est toujours la même, un peu délavée par le soleil, mais le nom, le Petit Provençal, résonne encore en moi comme une promesse de constance. Je me gare devant. L'endroit est calme à cette heure, juste quelques habitués attablés en terrasse, absorbés par leur conversation ou le journal du jour. L'odeur du café chaud et des croissants frais flotte dans l'air. Je me souviens de mon père, assis à cette même table, un café noir à la main, le regard perdu dans les pages du journal. Il y avait une sorte de sérénité en lui, une paix que je recherche encore aujourd'hui. Je pousse la porte vitrée. Un petit carillon teinte. Madame Dubois, la patronne, une femme au visage ridé mais au sourire chaleureux, lève les yeux de derrière son comptoir. « Ah, c'est vous. Ça fait un bail. Vous voulez quoi, ma belle? Un petit noir? Bonjour Madame Dubois. Oui, un café, s'il vous plaît. Et un croissant, si vous avez encore des bons. » Elle me sert avec un sourire complice. Toujours les mêmes habitudes, hein? Ça me rappelle votre père. Il aimait bien ce coin-là. Je prends mon café et m'installe à une table près de la fenêtre, celle où il aimait s'asseoir. Le soleil filtre à travers les carreaux, réchauffant ma peau. Je regarde les gens passer dehors. Des visages inconnus, des vies qui se déroulent sans que je sache rien d'elles. Et pourtant, je me sens connecté à eux, à cette humanité simple, à ces routines qui donnent un sens à l'existence. Mon père m'avait appris à observer, à voir au-delà des apparences. Il disait que chaque personne avait une histoire, des combats cachés, des joies secrètes. Ma fille, elle, ne voit que ce qu'elle veut bien voir. Elle est tellement enfermée dans son propre monde, dans ses propres frustrations, qu'elle est incapable de percevoir la réalité telle qu'elle est. Elle me reproche de gâcher sa vie, alors que c'est elle qui est en train de tout détruire. Julien, lui, est trop jeune pour comprendre. Il est pris dans la toile de sa sœur, aveuglé par son charme. Je bois mon café, le goût amer me rappelle que la vie n'est pas toujours douce. Mais il y a aussi cette chaleur, cette force qui monte en moi. La force de mon père. La force de ne jamais abandonner. Je repense à ses mots, à ses conseils. Ne laisse personne te marcher sur les pieds, ma fille. Fais-toi ta propre place. Ces paroles, elles sont gravées en moi. Elles sont mon encre, mon guide. Je finis mon café. L'heure tourne. Il faut que j'y aille. Que j'affronte ce qui m'attend. J'ai besoin de parler à Julien, de lui ouvrir les yeux. Il faut qu'il voie le danger, qu'il comprenne que sa sœur n'est pas la victime qu'elle prétend être. Il faut qu'il sache que je ne suis pas la méchante sorcière de leur histoire. Je suis juste une mère qui a fait de son mieux, une mère qui a beaucoup donné, et qui mérite d'être comprise. Je sors du café. Madame Dubois me fait un signe de la main. À bientôt, ma belle. À bientôt, Madame Dubois. Je remonte dans la voiture.
Le moteur démarre sans effort. La route vers Julien est encore longue, mais je sens que je suis sur la bonne voie. J'ai retrouvé une partie de moi-même, celle qui ne se laisse pas faire, celle qui sait ce qu'elle veut. Celle que mon père m'a aidé à construire. Je pense à ma fille. Elle va devoir apprendre à ses dépens que les actes ont des conséquences. Que l'on ne peut pas blesser les autres impunément. Et Julien. Julien devra comprendre que parfois, il faut savoir choisir son camp, même quand c'est difficile. Il faut savoir regarder la vérité en face, même quand elle dérange. Le soleil commence à décliner, projetant de longues ombres sur la route. Le ciel prend des teintes orangées et roses. C'est beau, d'une beauté presque douloureuse. Une beauté qui me rappelle que tout est éphémère, que chaque instant compte. Et que je ne veux plus perdre une seule minute à me laisser abattre. Je suis prête. Prête à me battre pour la vérité. Prête à me battre pour ma famille. Prête à me battre pour moi. La voiture avance, me rapprochant de ce rendez-vous important. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je suis armée de la force de mes souvenirs, de la sagesse de mon père. Et ça n'a pas de prix. C'est ma véritable richesse. Ma vie n'est pas gâchée, elle est juste en train de se réécrire. Et cette fois, je tiens le stylo. Je reprends la route. La vieille Peugeot ronronne, plus régulière maintenant. Le soleil a commencé sa descente, peignant le ciel de teintes chaudes, orangées, rosées. C'est beau, presque trop beau. Une beauté qui me rappelle que tout passe, que rien n'est éternel. Sauf peut-être la douleur, celle qui s'accroche, qui ronge. Mais j'ai assez donné dans la tristesse. J'ai assez laissé les autres dicter ma vie. Je pense à Julien. Mon Julien. Il est si jeune, si naïf. Il croit aux belles paroles, au sourire facile. Il ne voit pas le piège, il ne sent pas le danger. Sa sœur, cette manipulatrice née, a tissé sa toile autour de lui, l'a endormi avec des mensonges bien rodés. Elle le tient par la culpabilité, par cette fausse image de la victime qu'elle cultive avec tant de soin. Elle lui a fait croire que j'étais la méchante, celle qui voulait tout gâcher, tout détruire. Et lui, mon pauvre garçon, il a avalé la couleuvre. Il ne comprend pas que ce qu'il vit, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison dorée. Je me souviens de mon père, de ses conseils. Il me disait toujours, ma fille, la vie, ça se mérite. Faut se battre pour ce qui est juste. Ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds. Il avait cette force tranquille, cette certitude dans le regard. Il savait que j'en serais capable, que je porterais le poids de tout ça. Il savait que le chemin ne serait pas facile. Les kilomètres défilent. Je quitte la campagne, les champs qui s'étendent à perte de vue, pour entrer dans les faubourgs d'une ville qui m'est familière et pourtant étrangère. Les lumières commencent à s'allumer, dessinant des halos dans la brume qui monte. L'air se fait plus frais, plus dense. Je ne vais pas directement chez Julien. Pas tout de suite. Il faut que je sois calme, que je ne cède pas à la colère qui gronde en moi. La colère, c'est une mauvaise conseillère. Mon père me l'avait appris. Quand la colère monte, prends une grande respiration, compte jusqu'à 10. Et si ça ne suffit pas, compte jusqu'à 20. Je respire. L'air sent le pot d'échappement, le béton mouillé. Pas l'odeur de la mer, pas celle de la terre. Juste l'odeur de la vie qui continue, malgré tout. Je repense à ce jour. À ce mariage. À ces mots lâchés comme des poisons. Je remercie tout le monde, sauf ma mère, qui ne fait que gâcher ma vie. J'avais eu le cœur brisé. J'avais voulu disparaître. Et cette nuit-là, dans le silence de ma maison vide, j'avais tout annulé. La lune de miel, l'appartement qu'on lui avait trouvé, les cartes. J'avais cru que ça la ferait réagir, que ça lui ouvrirait les yeux. Mais elle n'avait vu que la punition, la colère. Maman, ma vie est finie à cause de toi, avait-elle crié au téléphone, à 3 heures du matin. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien de ce que j'avais sacrifié pour elle, pour Julien. Les rêves mis de côté, les opportunités ratées. Tout ça, pour qu'elles aient une vie meilleure, une vie plus douce que la mienne. Je gare la voiture dans une rue calme, bordée de platanes. L'heure n'est pas idéale, mais je ne peux plus attendre. Je dois y aller. Je dois affronter ça. Je descends de la voiture. Mes jambes sont un peu lourdes. L'âge, sans doute. Ou la fatigue. Mais une autre force me pousse. La force de mon père. La force de la vérité. Je ne suis pas une victime. Je suis une mère. Une mère qui a fait de son mieux, avec les armes qu'elle avait. Et maintenant,
Il est temps de me battre. Pas par vengeance, non. Mais pour qu'il comprenne. Pour que Julien voie clair. Pour qu'il sache que l'amour, ce n'est pas ça. Je marche vers la maison. Les lumières sont allumées. J'entends des voix à l'intérieur. La sienne. Et celle de Julien. Mon cœur bat un peu plus fort. Je me rappelle ce que mon père disait. Quand tu as peur, fonce. C'est souvent le meilleur moyen de la faire disparaître. Je respire un bon coup. Je serre les poings. La clé à molette est restée dans la boîte à outils. Je n'en ai plus besoin. J'ai trouvé la force qu'il me fallait. Elle est en moi. Elle a toujours été en moi. J'ouvre le portail. Il grince légèrement. Un bruit familier. Un bruit qui me ramène à d'autres temps. Des temps plus simples, avant que tout ne bascule. Je m'avance sur le chemin. Les lumières de la maison m'éblouissent un peu. Je vois leurs silhouettes à travers la fenêtre. Ils sont assis à la table de la cuisine. Julien écoute, le regard un peu perdu. Elle parle, elle gesticule, elle refait son numéro. Je pousse la porte. Le bruit me surprend. Il se retourne. Son visage se crispe. Julien a l'air effrayé. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle ne dit rien. Elle me regarde avec ce sourire en coin, celui qui cache tant de choses. Je m'avance, le regard fixé sur elle. J'ai quelque chose à te dire. À vous deux. Quelque chose qui aurait dû être dit depuis longtemps. La nuit est tombée. Les étoiles commencent à scintiller. La lune est là, discrète, témoin silencieuse de ce qui va se passer. Ma vie n'est pas gâchée. Elle est juste en train de prendre un nouveau départ. Un départ basé sur la vérité. La vraie vérité. Celle qui dérange, mais qui libère. Et cette fois, je tiens le stylo. Je suis prête. Prête à écrire la suite. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.